Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, amis lorrains, amis d'ailleurs. Bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. François-Xavier Consoli, votre serviteur. Et aujourd'hui, nous allons parler philosophie avec notre invité. Il s'agit de monsieur Jacques Carbou. Bonjour, monsieur Carbou. Bonjour. Alors, monsieur Carbou, nous vous recevons à nos micros car vous avez commis pas une synthèse, on pourrait dire une synthèse, mais c'est une véritable somme à propos d'un auteur, d'un philosophe qu'on connaît finalement assez peu, voire pas du tout. Il s'agit de Raymond Ruyère. Votre livre s'appelle La critique sociale de Raymond Ruyère. Alors avant de parler de Raymond Ruyère, je vais un petit peu vous présenter. Monsieur Carbou, vous êtes docteur en philosophie. Vous avez été enseignant en philosophie. Oui. Et vous avez été aussi un élève de Raymond Ruyère durant votre maîtrise à Nancy. Oui. Et donc le livre dont nous allons parler aujourd'hui, La critique sociale de Raymond Ruyère, c'est un travail de doctorat. Oui. Que vous avez rendu en quelle année ? 2012. En 2012, donc c'est encore... J'ai commencé en 2009 et la thèse a été soutenue en 2012. Ouais, donc c'est un travail encore assez frais et surtout Oui. très, très contemporain, on va le voir, chers auditeurs, et vous allez comprendre, ça peut paraître toujours un petit peu, pas effrayant, mais en tout cas ça peut apeurer les gens dès lors où on parle de philosophie, de concepts, etc. D'autant que Raymond Ruyère est, comme on l'a dit, un auteur assez méconnu, mais on va voir que ça fait écho à pas mal de choses actuelles et beaucoup de sujets dont on entend parler dans l'actualité. Alors, tout d'abord, avant de parler en détail des concepts et de ce que développe Raymond Ruyère, qui est Raymond Ruyère ? Alors, Raymond Ruyère est né à Plainfin, dans les Vosges. Il vient d'une famille alsacienne et lorraine. Il étudie au lycée d'Épinal et à l'époque où l'éducation nationale savait détecter les jeunes enfants un peu vifs, un de ses professeurs à Épinal conseille à ses parents de poursuivre les études. Donc il est d'abord au primaire, il a été un des instituteurs avait dit il faut l'enlever, il faut le continuer et l'envoyer à Épinal. Il étudie au lycée d'Épinal et passe son bac, Épinal, prépare le concours et est reçu premier à Normal Sup. Donc il va à Paris, il va rue d'Ulm, il racontera son expérience de l'école normale supérieure dans un livre de souvenirs qui a été édité à l'époque en 89 je crois, par l'Est républicain, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de... Puis c'était un peu trop régional, donc qui s'appelle d'ailleurs Ma famille alsacienne, ma vallée vosgienne. Et donc il fait un parcours à Normal Sup. À Normal Sup, il se passe des choses importantes. Il découvre deux auteurs que la Sorbonne avait soit oubliés, soit négligés, soit ignorés, qui sont Antoine-Augustin Cournot, grand philosophe, mathématicien, économiste du 19e siècle, et Samuel Butler, un écrivain anglais qui va proposer qui va engager un débat avec Darwin, donc sur les problèmes de biologie. Et Ruyère sort de Normal avec un doctorat qui est en gros assez classique. Sa thèse s'intitule Esquisse d'une philosophie de la structure, où il défend un mécanisme assez strict. Il est dans le fond, pour lui, tout s'explique par les mécanismes, les structures. Et puis sa thèse complémentaire, dont je parle beaucoup dans le livre, L'humanité de l'avenir selon Cournot, qui détonne un peu avec la thèse principale. Sa thèse complémentaire, pour moi, c'est l'origine de la critique sociale, c'est ce que je démontre dans le livre, de Ruyère. À l'époque, Ruyère ne parle pas de critique sociale. Et puis, Ruyère va évoluer. C'est-à-dire, en 1937, il publie un livre, La conscience et le corps, où, après avoir réfléchi à différents problèmes des sciences, entre autres la physique quantique, la biologie, il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va délaisser le mécanisme. Je vous arrête juste une minute pour que les choses soient bien claires. Donc on a affaire à un philosophe
qui est axé sur l'étude des sciences, Oui. sur ce qu'on appelle l'épistémologie. Alors, il n'est pas épistémologue. Hein, Mhm. Il n'est pas épistémologue parce que l'épistémologue, c'est celui qui analyse les méthodes des sciences. Oui, voilà, hein. oui, c'est les méthodes des sciences. Bruyère s'intéresse pas trop aux méthodes des sciences. Il regarde les résultats des D'accord. sciences. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'un philosophe Mhm. peut retenir des résultats scientifiques? Mhm. Par exemple, qu'est-ce qu'un philosophe peut retenir de la physique quantique? D'accord. Il a lu Louis de Broglie, il a lu Eddington, il a lu Einstein, enfin les livres de la relativité. Et en biologie, il lit Bergson, bien sûr, mais il va s'ouvrir il va lire les biologistes. Mm. Puis on verra plus tard comment. Parce que pour que les auditeurs qui sont pas familiers du monde philosophique, il faut aussi rappeler que le début du XXe siècle est aussi un bouleversement dans la scientifique, dans la découverte des connaissances, etc. Total. Et le monde Total. du concept qu'est la philosophie rencontre le monde de la science. Voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, la science à la fin du XIXe siècle, qui croyait avoir tout résolu, on connaissait tout, on pouvait tout expliquer. Au début du XXe siècle, effectivement, Max Planck, avec la théorie des quanta, montre qu'on ne sait rien. Heidelberg, avec l'indéterminisme, dit on ne sait pas non plus. Et si on ne connaît pas la force l'énergie de la molécule ou de l'atome, enfin des composants, et la vitesse, on ne sait pas. Enfin, donc on se trouve devant plusieurs inconnus, c'est-à-dire que tous les savoirs que l'on croyait fermes, que l'on croyait établis jusqu'à la fin du XIXe siècle s'effondrent. Jusqu'en mathématiques. Enfin, quand on regarde la remise en question de la logique, c'est-à-dire Bertrand Russell, Frege, tous ces gens-là vont remettre, et Gödel après, vont remettre en question tous les savoirs. Et donc, c'est un choc. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans le même monde aussi assuré de nos connaissances. Et Bruyère va essayer de comprendre tout cela. Alors, on l'a dit, et c'est aussi pour ça qu'on va en parler, c'est parce que Raymond Bruyère est un penseur et un philosophe du cru. Donc, sur Radio Lorraine Enragée, on ne pouvait pas manquer ça. Oui. Mais il n'empêche que c'est un philosophe inconnu. Je dois même le reconnaître pour connaître un petit peu le monde de la philosophie, pour en avoir fait à Nancy. Je n'avais jamais entendu parler de Raymond Bruyère. Alors pourquoi Raymond Bruyère est aujourd'hui un auteur passé sous silence? Je crois, il doit y avoir plusieurs raisons à cela. Fabrice Colonna, dans le premier livre, une biographie de Bruyère, paru aux Belles Lettres il y a quelques années, dit que Raymond Bruyère, c'est le symptôme de la manière dont fonctionne le monde intellectuel français. C'est-à-dire que, premièrement, Bruyère est provincial. Déjà, c'est pas bon, ça. Ça déjà, c'est un handicap. Pas assez jacobin, ça. Alors, en plus, ce qui aggrave le cas de Bruyère, c'est que la Sorbonne lui fait au moins deux fois des propositions pour un poste à Paris, qu'il refuse. Ça, c'est encore pire. Ça, refuser un poste à la Sorbonne. Comment? On lui fait l'honneur de venir à Paris et il dit préférer ses étudiants à Nancy. C'est presque un affront, en fait. C'est pas loin de l'affront. Donc, on lui fera payer. Mais Bruyère est quand même reconnu dans quelques milieux académiques, ne serait-ce que Georges Canguilhem, qui était à l'époque à Paris, qui dirigeait l'Institut d'histoire des sciences. Canguilhem reconnaît que l'œuvre de Bruyère, en point de vue biologique, c'est quelque chose d'important. Il a dit des choses fondamentales sur la biologie, que ce soit dans éléments de psychobiologie ou néofinalisme. Il y en a d'autres il y a d'autres philosophes aussi qui vont s'intéresser à Bruyère. Merleau-Ponty, lorsqu'il est professeur au Collège de France, fait tout un cours sur la nature, sur l'idée de nature. Et ça s'appelle La Nature. Ça a été publié dans les années 90-2000. Et Merleau-Ponty reconnaît ce qu'il doit à sa lecture de Bruyère. Il le cite plusieurs fois dans ce livre, enfin de ce cours, parce que c'est un cours. Donc il était connu, mais très confidentiellement. Une anecdote aussi, si je peux donner une anecdote personnelle. Après avoir terminé ma maîtrise avec
Bruyère, j'ai passé sous la direction de Bruyère. Je me retrouve à Paris pour des raisons, mon père, nous déménagions, nous quittions Nancy pour aller à Paris. Et je me suis inscrit j'ai décidé de suivre les cours au Collège de France de Jules Villemain. Jules Villemain me demande, mais d'où est-ce que vous venez? Alors je lui dis, j'étais à Nancy. Je lui dis, j'ai été élève de Bruyère. Il m'a fait, Bruyère. Donc il y avait un certain respect de Jules Villemain, qui est pas non plus très très connu dans le monde philosophique. Enfin, il y a des groupes qui travaillent sur l'œuvre de Villemain. L'œuvre de Jules Villemain en histoire de la philosophie, c'est fondamental, c'est très important. Mais c'est un auteur qui passe pas très bien. Alors dans le cas de Bruyère, une des deuxièmes raisons aussi, c'est que il traite de thèmes qui ne sont pas, on va dire, grand public. C'est pas forcément d'un abord facile. Lisez son petit livre, la conscience et le corps, qui avait été publié dans une collection des presses universitaires de France pour les étudiants. C'est quand même un livre où il faut le lire avec attention. Ça demande, on peut pas le lire comme ça dans le métro. C'est assez trapu. Oui. Donc ça demande un investissement, un effort intellectuel. Ça aussi, ça peut rebuter les lecteurs, parce que comme disait un autre professeur qui a été son assistant, il ne jargonnait pas. Il ne jargonnait pas, mais il avait un souci justement des concepts. Vous parliez des concepts tout à l'heure. Il a une précision conceptuelle, il définit. Et puis, il y a eu des choses, par exemple, lorsqu'il, dans néo-finalisme, est déjà un élément de psychobiologie, il parle de ce qu'est une surface absolue, qui pour lui, c'est la conscience. Déjà, la conscience est une surface absolue. C'est-à-dire que, c'est un terme un peu difficile, mais à partir du moment où il y a conscience, il y a une surface absolue, c'est-à-dire que la conscience prend conscience d'elle-même, c'est-à-dire que ça va plus loin que l'intentionnalité chez Husserl, ça va plus loin que ces choses-là. La conscience est conscience d'elle-même, mais surface absolue, pourquoi? Parce qu'elle ne dépend de rien. Elle n'a pas besoin... Le cerveau, alors, le cerveau c'est un organe, mais dans le cerveau, il y a tout ce qui fait le fonctionnement du cerveau, les neurones, et le cerveau, c'est une surface absolue. L'embryon, une amibe, c'est une surface absolue. Donc, voilà cette idée de... Donc, la vie passe par la surface absolue. Alors, il définit la surface absolue, et ça va un peu à contre-courant du néo-darwinisme, des idées biologiques, parce que les biologistes disent, qu'est-ce que ça veut dire, ça, surface absolue, Et en fait, quand on approfondit un petit peu, quand on lit, qu'on fait l'effort de lire ça, on se dit, mais c'est vrai, dans le fond, c'est assez évident. Donc, d'après ce que vous dites, on va développer ça un petit peu, mais c'est un penseur un petit peu à rebrousse-poil de l'époque, qui décide d'aller à contre-courant, si je puis dire. Mais bon, arrêtons de tourner autour du pot. On va essayer maintenant vous avez un peu évoqué son parcours, mais est-ce qu'on peut dégager quelques concepts, quelques idées fortes et des choses inédites qu'a pu penser, qu'a pu conceptualiser Bruyère. Oui. Quelques-unes, parce que j'imagine. Oui, il y en a plusieurs. C'est foisonnant, mais quelques-unes qui permettent vraiment de bien comprendre. Oui, il y a 22 livres, il a publié. Alors, d'abord, il repense le finalisme. En 1952, il publie un livre qui s'appelle Néo-finalisme, où il dit que le finalisme du XIXe siècle, qu'on opposait justement au matérialisme, qui était une forme de vitalisme, que Bergson va critiquer, dans l'évolution créatrice, il dit que le finalisme a des limites, il ne peut pas. Et Bruyère dit, le finalisme a des limites, parce que le finalisme tel qu'on le concevait avant les révolutions scientifiques dont on vient de parler, ça ne tient pas. En revanche, il faut penser à un néo-finalisme. Il explique tout ça. Donc par finalisme, c'est la fin, c'est accéder à la connaissance scientifique qui permet d'avoir une réponse. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, je dirais un peu plus, je nuancerais. Oui. Je dirais, ce néo-finalisme, c'est l'idée qu'il y a un projet, l'univers, notre existence, la vie, mais que ce projet, il n'y a pas un plan qui a été dessiné
de tout temps, d'éternité, mais ça se construit. Mais il y a un projet. Ruyère aimait beaucoup nous citer la phrase de Samuel Butler. Samuel Butler écrit plusieurs livres comme pour réfuter, je vous ai dit, Darwin, La vie, l'habitude. Et Samuel Butler disait, quelle chose surprenante que les paupières des chats s'ouvrent au moment là où il y a les yeux. Parce qu'il dit, les paupières auraient pu fermer les yeux. Mais non, la paupière du chat, alors ça pourrait s'appliquer à tout animal. Finalement, les yeux, ça sert à voir. Mais ça ne sert pas à voir selon une sorte de plan déterminé. C'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une finalité dans l'univers. Alors, on ne maîtrise pas tout. On connaît, il y a des mystères sur cette finalité, on ne maîtrise pas tout. Mais au moins, le fait de voir, il y a bien une proposition, c'est quelque chose. Alors, si je suis, parce que là, je retombe je retrouve l'étudiant que j'étais. Oui. Si je suis votre logique, aller à l'encontre d'une sorte de finalité, c'est laisser la place à un inconnu, c'est laisser la place à quoi, à Dieu, je ne sais pas. À l'encontre, non. Si on va à l'encontre de ça, c'est Jacques Monod, c'est le hasard et la nécessité. D'accord. Mais justement, le hasard peut difficilement expliquer pourquoi l'œil voit. Enfin, la formation de l'œil, déjà. Ça ne peut pas se faire uniquement par hasard. C'est ce que démontre Ruyère. Il n'y a pas que du hasard. Alors, c'est parce que c'est facile de nous dire, au départ, il y a du hasard, et puis après, il y a de la nécessité. Tout se déroule nécessairement. Les molécules s'entrechaînent, tout ça. Ruyère dit non, c'est plus compliqué que ça. Et alors, justement, lui, il va à l'encontre du matérialisme, qui dit le matérialisme a des limites. Il ne peut pas rendre compte de tout. Et s'il ne peut pas rendre compte de tout, c'est parce que le matérialisme n'a pas les éléments, les outils pour essayer de comprendre l'univers. Par matérialisme, bon, pareil, je grossis un peu, mais il faut qu'on avance. Est-ce que, en fait, Ruyère dit la science n'apportera pas toutes les réponses? La science matérialiste. La science matérialiste ne pourra pas apporter toutes les réponses. Exactement, exactement, c'est ça. Et en plus, méthodologiquement, on revient, il n'est pas, mais il dit, ils ont pris une fausse direction. D'accord. Et donc, derrière cette science matérialiste, parce que prenez le cas de Monod. Il y a Jacques Monod, qui est Jacques Monod, le biologiste, prix Nobel de biologie, qui était à l'Institut Pasteur, qui est celui qui avec François Jacob et Lvov, ils ont découvert les mécanismes de transmission de l'ADN à l'ARN messager, qui leur a valu le prix Nobel de médecine. Ruyère dit, mais Jacques Monod, il est plein de présupposés métaphysiques. Il dit que tout ça n'a aucun sens. Il y a pas de... Quand vous lisez la fin de son livre, Le hasard et la nécessité, on est dans le noir. C'est-à-dire que on est venu de rien et on repartira dans le rien. Bon, c'est un présupposé métaphysique. De ce côté-là, il n'a rien inventé. Certains auteurs grecs l'ont dit avant lui. D'accord. Sauf qu'ils n'avaient pas le matériau biologique pour le rendre plus substantiel, disons. Et quel autre concept de Ruyère on pourrait dégager? C'est les choses fortes. Alors, une chose forte qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que Ruyère, dans les années 54-58, s'intéresse, parce que Ruyère était très curieux dans le développement des sciences, des technologies. Il s'intéressait beaucoup aux techniques, technologies. Et il découvre, comme beaucoup, la cybernétique. Et Ruyère est un des premiers philosophes à s'intéresser à la cybernétique. Alors aujourd'hui, la cybernétique, c'est oublié. Pourquoi? Parce que la cybernétique a été remplacée par l'informatique dans les années 60, 70, 70, 80, disons. Et puis aujourd'hui, on est dans le portable, ces choses-là. Donc la cybernétique a été oubliée. Mais à l'époque, dès 48, le livre de Norbert Wiener, Cybernetics, c'est une réflexion. Et Ruyère parle des présupposés. Donc il s'intéresse au thème de l'information. Mais juste avant d'aller plus loin, par cybernétique, vous entendez quoi? C'est l'informatique avant l'informatique? C'est l'informatique avant l'informatique. La cybernétique, telle que la définissait Wiener, c'est l'art de se gouverner, parce que ça vient du grec kubernos, gouvernail. Donc c'était l'art de se gouverner. Et si vous voulez, la cybernétique, c'est à l'origine des robots, on va dire. Le jeu des Ruyère nous commentait cela dans ses cours. Un certain nombre de cybernéticiens comme HB qui étaient
venaient plutôt de la mathématique, de la physique, construisaient des tortues qui, avec des signaux électromagnétiques, hein, la tortue se promenait, on pouvait la faire bouger. Quand elle arrivait au mur, elle se retournait, elle allait à un endroit, elle allait. Donc, on avait des machines. En fait, c'est ça la cybernétique, c'est des machines qui préfigurent l'ordinateur. Mais à l'époque, c'était un peu comme des jouets. Enfin, on voyait ça comme c'était des sortes de poupées animées. On peut retrouver ça finalement dans les robots qu'on peut déjà trouver Exactement. au Japon, qui sont des humanoïdes. L'origine, alors, la cybernétique n'était pas allée jusque-là. Oui, hein, oui. Mais l'origine des robots, c'est la cybernétique. Voilà. Ce sont les travaux de Wiener, de HB, un certain nombre de Rosenbluth, enfin tous ces gens-là, qui d'ailleurs s'étaient dit, mais si on peut mécaniser le comportement, en l'occurrence on fabrique une tortue artificielle et on lui donne elle marche, elle avance, elle se trompe, elle change de chemin, ça veut dire que on peut modéliser le corps humain, le comportement, ce qui va donner les robots après. Si à partir du moment où vous pouvez modéliser, voire même mécaniser le comportement humain, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas s'arrêter? Pourquoi s'arrêter là? Alors les cybernéticiens ne vont pas aller jusque-là. Parce que, comme je vous dis, la mode va tomber, les résultats de la cybernétique ne correspondent pas aux attentes. Ils sont partis sur des grandes déclarations et puis on se rend compte. Mais quand l'ordinateur va apparaître, là renaît un espoir de pouvoir mécaniser, et surtout le problème de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'informatique va entrouvrir une avenue pour l'intelligence artificielle. Donc Bruyère développe un petit peu... Alors Bruyère, là, il n'est pas encore sur l'intelligence artificielle, mais alors Bruyère montre, dans un livre qui s'appelle L'origine de l'information et la cybernétique, en 1954, et il va faire une édition augmentée en 1958, il démontre, il analyse les limites de la cybernétique, en disant la cybernétique ne peut pas fonctionner parce que les présupposés matérialistes, mécanistes de la cybernétique l'empêcheront de comprendre ce qu'est le cerveau et le corps humain. Parce qu'il voit déjà en fait les limites. Exactement. Un peu comme pour la science. Exactement. Il voit déjà les limites. Oui. D'accord. Oui, et les limites sont les mêmes. C'est-à-dire que quand vous lisez les auteurs, les cybernéticiens, effectivement, l'idée, les présupposés, les idées qui sont derrière leur réflexion, c'est on va mécaniser tout ça. Et regardez, vous ne pourrez pas. Il y a quelque chose de la vie, ça se mécanise pas. Ou de non matériel qui ne peut pas être mécanisé. Qui ne peut pas être mécanisé. La vie ne peut pas être mécanisée, même si on essayait. Je me souviens, Bruyère, dans un de ses cours aussi, nous parlait de la fameuse soupe de Miller. Ce Miller, c'était ce biologiste américain qui avait décidé de créer la vie. Donc de créer, il s'était dit, la vie c'est simple, c'est quelques molécules, donc vous prenez les éléments de base, vous les mélangez, et alors ça donnait une soupe de Miller. Malheureusement pour Miller, la vie n'est pas sortie de sa soupe. Mais alors il se disait, mais ça doit marcher. Donc il y avait des gens qui essayaient je vais créer la vie, c'est-à-dire, on se prend pour Dieu, quoi. Oui, il y a un côté... Il y a un côté très Dr Frankenstein là-dedans. Exactement, exactement. Apprenti sorcier. Alors, rentrons, on a essayé de montrer quelques concepts. Rentrons maintenant dans le vif de votre livre, si je puis dire, parce que ça s'appelle bien donc, la critique sociale de Raymond Bruyère. Donc, on l'a dit, il s'intéresse donc à la science, cybernétique, etc. Mais il fait aussi une critique sociale, donc autrement dit, il fait une analyse philosophique du monde, de l'époque moderne, parce qu'on c'est quoi, c'est les années 60. Dans les années 70. Voilà, 70, 80. Donc, en quoi consiste sa critique sociale? Tout d'abord, qu'est-ce que la critique sociale de Raymond Bruyère d'abord, et après, en quoi consiste-t-elle? Alors, la critique sociale de Bruyère, elle vient précisément à partir des années 70, dès 68. Le choc, ça a été 68, mai 68. Où là, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des délires sociétaux, disons, on va dire. Mai 68, ça a été... Moi, je me souviens que mai 68, pour moi, c'est le mois pendant lequel j'ai entendu le plus de conneries. C'est vraiment... bon. Et qui se prenait pour intelligent. Enfin, on croyait être intelligent en déclamant des trucs. Bon. Et donc, ça a été
un déclencheur pour Bruyère, et c'est là qu'il a commencé à écrire un livre qui s'appelle Éloge de la société de consommation, que Raymond Aron va publier dans sa collection Liberté de l'esprit chez Kalman Levy. Le titre n'est pas de Bruyère. Bruyère voulait un titre plus neutre, parce que Éloge de la société de consommation, c'est provocateur. À une époque où on critiquait, on tapait sur la consommation, c'était une provocation. Donc Bruyère voulait pas ce titre-là. Il avait pensé à un titre plus neutre sur économie et société, enfin quelque chose d'un peu. Et c'est Aron qui lui a soufflé le titre, que Bruyère a accepté. C'était comment dirais-je, un bras d'honneur entre guillemets adressé à Baudrillard, dans le sens critique de la société de consommation. Oui, bien sûr. Vous avez vu qu'il fait référence à une théorie qu'il appelle prétentieuse. Enfin bon, Baudrillard, il le critique. Baudrillard était parmi ses cibles. Bon, Baudrillard a évolué. Enfin, j'en parle dans le livre aussi. Mais c'était surtout de mettre en perspective toutes ces critiques, aussi bien sur la société de consommation que tout ce que ça révélait, tout ce qui était derrière ces critiques. Derrière son livre, enfin, l'idée qui apparaît aussi, c'est que la critique de la société de consommation, c'est une critique de l'économie. Alors il explique que l'économie, on vit sous le régime de la nécessité. Il faut travailler, c'est le côté pénible. Mais lui dit, l'univers humain ne se ramène pas à l'économie. L'économie n'est pas le tout de l'homme. Il y a d'autres choses. La religion, l'art, la politique. L'économie c'est pas réduire l'homme. Et il dit justement, précisément, l'erreur des marxistes, c'est de considérer que l'économie est le soubassement de la société. Tout n'est que lutte de classe. Les luttes de classe, l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le développement des techniques qui va déterminer le développement de l'économie. L'histoire se résume par les luttes de classe. Les luttes de classe et l'économie. Donc, Bruyère dit non, attention. Mais il reconnaît, il dit l'économie, c'est la nécessité. Donc, pour lui, tout ce qui se passe en mai 68 et après, parce que ça va durer, la contre-culture et tout ça, c'est une révolte contre l'économie. Et il dit, en un sens, ça n'a pas grand-chose de nouveau. Les révoltes contre l'économie, ça a existé de tout temps. L'humanité s'est tout le temps révoltée contre l'économie, contre ce qui nous impose de travailler, de gagner sa vie. Et donc, ça va être le déclencheur. 3 ans après, Bruyère publie Les nuisances idéologiques. Et là, alors, quand il publie, je reviens, quand il publie L'éloge de la société de consommation, il a un petit succès. Qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui vient, encore, comme vous disiez, à contre-courant des idées à la mode? Qu'est-ce que c'est que ce réac? Qu'est-ce que c'est que ce il y a un peu ça, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce réac? Sur le campus de l'université à Nancy, on disait Bruyère n'a pas lu Marx. Alors que si, Bruyère avait lu Marx. Enfin, il avait lu... et peut-être pas autant que Raymond Aron, il n'avait pas travaillé sur Marx, mais il avait lu les textes de Marx et il le démontre dans L'éloge de la société de consommation. Et donc il publie Les nuisances idéologiques, c'est-à-dire qu'il poursuit le combat en disant, mais derrière tout ça, ce sont les idéologies. Et il définit les idéologies comme des nuisances. C'est-à-dire les idéologies, ce sont des pseudosciences, ça se prend pour un discours scientifique, mais c'est pas scientifique, c'est quelque chose qui fonctionne sur le modèle de la croyance. Et surtout, je me permets de vous couper, on pourrait aussi faire une nuance très importante entre les idées et les idéologies. Ah, totalement, voilà. Bien sûr, oui, bien sûr. On a tendance à confondre les deux. L'idéologie, c'est une idée dévoyée. Voilà. Ce sont des idées dévoyées totalement qui n'ont plus le statut d'idée, mais un statut de croyance. C'est un objet de foi. On croit au lendemain qui chante. On croit le communisme va sauver l'humanité, le paradis sur terre. Plusieurs. Il y a des tas d'idéologies. Et Bruyère dans ce livre fait un catalogue. D'abord, il travaille sur l'idée d'idéologie. Il décortique ce qu'est une idéologie, et ensuite il fait un catalogue des différentes idéologies. Et donc il continue, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui était... Il continue à braquer un petit peu.
Alors, moi j'ai noté votre livre, donc il y a, vous évoquez 3 livres Oui. qui effectivement vont un petit peu à l'encontre de l'époque. Donc vous en avez donné 2. Oui. Éloge de la société de consommation qui sort en 69. Oui. Donc effectivement on est vraiment dans les lendemains. En plein, le lendemain de mai 68. De mai 68, etc. Et Oui. c'est un bouleversement. Alors c'est pour ça que ça a eu un petit succès. Oui. Les gens se sont dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors il a été apprécié par certains, critiqué par d'autres. Je parle dans le livre, je raconte la revue de presse, je dis quelles ont été les critiques, quelles ont été les... par exemple, il y a un numéro spécial de la revue Esprit qui fait un numéro complet sur le livre de Bruyère, avec Jean-Marie Doménac, avec tous les auteurs d'Esprit se réunissent, et qui s'interroge sur ce bouquin, quelle est la pertinence. Donc je donne les pour et les contre, mais il y avait plus de contre que de pour. Bon, oui, parce que ça choquait. Donc vous l'avez dit, le deuxième c'est les nuisances idéologiques 72 et enfin les nourritures psychiques 75. Donc là c'est un petit peu le triumvirat de Bruyère contre l'époque. Oui, c'est ça, alors attendez, je nuancerai là aussi. Les nourritures psychiques, c'est pas contre l'époque. D'accord. Les nourritures psychiques, c'est un livre très original de Bruyère. On pourrait le mettre dans les concepts inventés comme Bruyère. Je montre dans le livre, je démontre pas, je montre dans le livre que c'est une idée, l'idée de nutrition psychique. C'est une idée qui va mûrir pendant plusieurs années chez Bruyère. En gros, c'est l'idée que l'esprit humain, d'abord, nous n'avons pas que des nourritures physiques, qui seraient alimentaires. Nous n'avons pas que des nourritures spirituelles, c'est-à-dire quand on veut la prière, le tourner. Il y a aussi des nourritures psychiques et qu'il ne faut pas négliger ces nourritures psychiques. Alors, qu'est-ce que sont ces nourritures psychiques? J'en donne plusieurs exemples dans le livre. Et d'ailleurs, Bruyère, le premier, les donne. C'est la vie en société, les terrasses d'un café. Le fait de... Alors d'ailleurs, il commence à dire la simple courtoisie, le fait de se dire bonjour, de se reconnaître dans la rue, c'est de la nourriture psychique. C'est-à-dire, j'existe, tu existes, on se reconnaît comme existant et on s'échange des impressions. Donc lui, il dit c'est de la nourriture psychique et c'est de la bonne nourriture psychique qui nous alimente et dont l'homme a besoin. Oui. Les hommes, les femmes, bon, on va pas... Mais l'esprit n'est pas que matériel, spirituel, il est aussi psychique. Il y a une dimension psychique. Et alors, cette nourriture psychique, ça prend plusieurs formes. Il y a plusieurs... le goût pour le fantastique, l'envie de se faire peur. C'est de la nourriture psychique. Les fantômes, alors, je donne l'exemple, parce que Bruyère ne citait pas, mais Paul Jean Toulet, dans un de ses poèmes, qui raconte qu'il aime se promener dans une rue à Paris, je ne me souviens plus exactement, je n'ai pas sous les yeux, et il dit quel plaisir pour les yeux de voir toutes ces boutiques, ces choses-là. C'est de la nourriture psychique. Le fait de se promener dans une ville. Alors d'ailleurs, Bruyère le dit ça. Il dit les villes offrent plus de nourriture psychique que, par exemple, la campagne. Mais la campagne offre aussi de la nourriture psychique. Voir un paysage, il dit, par exemple, il donne l'exemple très précis, Bruyère, vous lisez un traité de botanique. Vous apprenez plein de choses, c'est très bien. Bon, vous apprenez intellectuellement. Mais vous allez marcher en forêt, ou vous regardez des fleurs, vous vous promenez dans un jardin, vous allez au jardin botanique à Nancy, c'est de la nourriture psychique. D'accord. Oui, donc pour résumer, vous n'avez pas besoin d'un traité de botanique. Pour résumer, d'ailleurs j'enverrai à nos auditeurs à un entretien qu'on a fait récemment à propos de l'antispécisme. C'est aussi une des particularités de l'homme, c'est qu'il est capable de trouver dans une fleur, dans une flaque d'eau avec un arbre, ou une flaque d'eau avec un beau reflet doré dans une rue de Paris ou je ne sais où, quelque chose, autre chose. Qui va le nourrir. Voilà, un sens, quelque chose. Qui va le nourrir. Voilà. Qui va alimenter le cerveau. Et je vais vous citer quand même par rapport à cette distinction et cette capacité qu'a l'homme à être différent, par exemple, de l'animal. Pour Bruyère, l'homme est mal défini comme animal social puisque beaucoup d'animaux sont sociaux. Il est préférable de définir l'homme comme un animal avec une culture au sens général, c'est-à-dire qu'il crée des œuvres selon des valeurs et les transmet de génération en génération de manière extra-biologique, non héréditaire. En conséquence, l'étude de la culture ne se confond pas avec l'étude de la société. Donc là, on voit bien que Bruyère cherche à aller au-delà, donc effectivement, des concepts qui sont posés dans les années 60, qui sont très matérialistes, en définissant une espèce en essayant de chercher une espèce de
on parlait de Dieu tout à l'heure, mais on peut pas forcément appeler ça Dieu, mais quelque chose qui fait l'homme. Bruyère ira jusqu'à Dieu. Voilà, qui fait que l'homme est l'homme justement, c'est qu'il a cette capacité à se transcender, à s'élever, à aller à trouver autre chose, un autre sens. Oui, oui. Et ça aussi, c'est ce qui fait l'originalité de Bruyère. Où sont les philosophes qui ont parlé de ça? Et ça, c'est quelque chose, après on va aller un petit peu plus vite, mais ça c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à notre époque actuelle, ne serait-ce qu'au niveau des idées et l'analyse du monde, etc., que font les philosophes, ou plutôt les professeurs de philosophie actuelle, parce qu'on a plus de professeurs que de philosophes, on propose peu de concepts aujourd'hui, mais tout se résume au matériel, tout se résume à la biologie, tout se résume sur les questions, histoires de wokisme, etc., qui réduit l'homme à des cellules, qui réduit à sa sexualité, qui réduit à sa couleur de peau, etc., etc. Alors précisément, là, on peut trouver dans Bruyère quelque chose d'autre. Pour s'échapper de... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, je crois que oui. C'est ce qui fait l'originalité et l'actualité de Bruyère. C'est que tout ce qu'il écrit dans ces années, les nourritures psychiques, c'est de 1974, ça a une pertinence. On peut encore le lire aujourd'hui. C'est un livre qui nous éclaire encore aujourd'hui. Je vais un peu avancer, Monsieur Carbou. Est-ce qu'on peut considérer que Bruyère est un philosophe libéral? Alors, oui, initialement, parce que Bruyère, disons que dans sa partie... Dans sa critique de l'État, une certaine éloge du capitalisme. Oui. Enfin, il fait pas trop... Alors justement, il commence par dire, effectivement, il est plutôt du côté occidental, il rejette le monde, le totalitarisme. Que ce soit le nazisme, il a été en captivité 5 ans pendant la guerre, donc il a vu un peu ce que ça donnait. Que le communisme. Il voit ce que c'est, ces sociétés fermées. Enfin. Mais il va évoluer. C'est-à-dire que sa critique sociale, j'essaye de le montrer aussi, il va évoluer un petit peu parce que là aussi, sa pensée va évoluer un petit peu. Il se rend compte que un des problèmes d'une certaine forme de libéralisme, parce qu'il faudrait définir le libéralisme. Il n'y a pas un libéralisme, il y a des libéralismes. Non, il faudrait, ça prendrait une émission. C'est un vaste sujet, ça. Mais il va se rendre compte que il y a un problème. Alors, le premier problème qu'il discerne dans le libéralisme, c'est que, et dans l'économie, en fait, c'est que, parce qu'il y a le libéralisme politique, économique, mais c'est que on est obligé d'avancer pour maintenir l'équilibre. Il prend l'exemple du vélo. Si vous montez en vélo, si vous arrêtez, vous êtes obligé. Enfin, on tombe ou... Donc, il faut toujours avancer. Et c'est ce il voit le danger, là. Avancer toujours. Vers quoi? Des fois, on ne sait pas. Et donc, ce qu'il reproche à la fin de sa vie, dans les 100 prochains siècles, dans d'autres livres, c'est le présentisme. On vit dans le présent. Mais on ne vit pas dans la durée. C'est un philosophe du temps long. Ah, totalement. Voilà. Totalement. Oui. Le passé et l'avenir. Parce qu'il va penser l'avenir. Donc, il ne faut pas vivre dans le présent. Il faut s'échapper du présent. Bien sûr, on vit dans le présent, on est obligé de... Mais il ne faut pas perdre de vue nos racines du passé et qu'est-ce qu'on veut donner dans l'avenir. Comment transmettre. Pas très nietzschéen tout ça, c'est-à-dire que c'est pas quand Nietzsche parle des arrière-mondes et cette espèce de fantasme comme quoi le passé n'existe plus et l'avenir ça n'existe pas, donc il y a que le présent. Oui. Non, là on est non, il est anti. C'est autre chose. Oui, voilà. Il est anti-présentiste. Il dit que le présent ça nous enferme. Le présent nous enferme. On est quand même là aussi. L'esprit humain est capable de sortir du présent et parce qu'on a un passé. En tant que peuple, en tant que culture, et même individu. Ouais. Et on peut projeter dans l'avenir. Comment on se projette dans l'avenir? Par les enfants, par la transmission. Alors, Monsieur Carbou, ça sera ma dernière question. On l'a un tout petit peu évoqué, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus. On a parlé de Dieu. Quel est le rapport de Bruyère avec Dieu et en quoi la croyance, sa foi, éventuellement, a pu influencer son travail, son œuvre? Alors ça, oui, c'est une question un peu difficile. Bruyère a écrit dans un texte en 1963 où il a raconté un peu son parcours que finalement toute son œuvre est métaphysique et toute son œuvre est une sorte de théologie. C'est-à-dire toute son œuvre va vers l'idée de Dieu.
Donc il est persuadé, il est convaincu que tout ça, le monde a un sens, et que le sens, c'est Dieu qui tient tout ça en marche, en ordre, en ordre, il n'y a pas forcément l'ordre, puisque on critique les ordres. Donc dans les années 70, si je me trompe, enfin ça vous le retrouverez dans le livre, il écrit un livre qui s'appelle Dieu de la science, Dieu des religions, où il fait une distinction entre précisément le Dieu de la science et le Dieu du... Alors, Bruyère serait plutôt du côté du Dieu de la science, parce que lui, il prouve, enfin, selon la thèse de Bruyère, c'est que la science ne peut pas mettre de côté l'hypothèse Dieu. Quand on fait de la science, on n'en a pas besoin, comme disait... vous vous souvenez la phrase de Laplace à Napoléon, quand Laplace vient présenter son système du monde à Napoléon, et à la fin, Napoléon l'écoute et lui dit, mais et Dieu dans tout cela? Et Laplace lui répond, Dieu c'est une hypothèse dont je n'ai pas besoin. Alors, Bruyère dirait, c'est un petit peu ambitieux, c'est un peu prétentieux. Alors, effectivement, dans son travail de mathématicien, de physicien, il n'a peut-être pas forcément l'idée de Dieu, mais quand il s'arrête de faire de la physique et de la mathématique et qu'il réfléchit à tout ça, qu'il fait un peu de cosmologie, par exemple, on doit forcément se poser des questions sur quel est le sens de tout ça. Et donc ça serait la vision. Bruyère, j'ai eu quelques discussions avec un de ses assistants, M. Vax. Je ne sais pas s'il était très religieux, mais bon, il prenait les religions pour quelque chose d'important. Comme je viens de vous dire, la religion, c'était un ordre de valeurs, le religieux, le sacré, comme l'art, et il reconnaissait l'importance de la religion. Mais je crois qu'il était assez, ce que souligne André Conrad dans la préface de mon livre, Bruyère était assez aussi un peu distant aussi. Un peu distant. Enfin, comme dit André Conrad, je trouve l'expression très, très bonne, il dit, il aimait les fictions justifiées, qui tenaient la route, qui avaient de l'allure, qui pouvaient justifier. Étant donné qu'il est philosophe, on pourrait dire que pour lui, c'est le concept qui fonctionne le mieux, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Oui, exactement. Qui fonctionne le mieux. Oui. D'accord. Oui, Et il disait quelquefois, je suis un animal théorétique. Donc, ce qu'il aimait, c'était les concepts, les idées. Mais, pour lui, la religion, ça fait partie de l'homme. Tout simplement. Oui. Bon, on va conclure là-dessus. Je vais quand même conclure avec vos mots. Dans l'introduction, justement, vous dites « Sur Dieu, une seule certitude, l'impossibilité de l'athéisme. L'athéisme est pour lui une posture théorique et une affirmation ou une négation purement verbale. » Fabrice Colonna écrit justement « Si la spéculation de Bruyère sur Dieu est l'aboutissement de sa pensée et la tâche ultime de la philosophie, il n'en demeure pas moins, cependant, qu'un tel type de discours risque d'être largement inaudible aujourd'hui. L'homme du début du XXIe siècle dans les sociétés occidentales n'est-il pas le plus souvent un agnostique devenu indifférent aux problèmes de Dieu ? Effectivement, il va falloir se poser quelques questions quant à cette question de Dieu. En tout cas, chers auditeurs, puisque tout ça, ça ouvre plein de chemins, mais c'est sûr qu'on a apporté très très peu de réponses. Donc on vous recommande la lecture de Monsieur Jacques Carbou, La critique sociale de Raymond Ruyé, avec une préface d'André Conrad. C'est aux éditions du Verbe Haut, et vous trouverez ça sur Internet par le biais de nos amis de la librairie des Deux Cités à Nancy. Monsieur Carbou, merci. Merci, c'est moi. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces concepts, ces idées et personnellement un petit retour à ma vie d'étudiant. Chers amis, chers auditeurs, si vous avez apprécié, si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, vous lâchez un petit commentaire, ça ne coûte absolument rien. Et par contre, si vous voulez même aller plus loin, vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee. Et quant à moi, je vous salue, la vie commence toujours demain, et haut les cœurs.